Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, après ma précédente vidéo des flop films 2021, je vais vous parler de mes top films 2021 et pour ce faire, j'ai décidé de faire un classement de 10 films contrairement aux flop films. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Tout d'abord, j'aimerais parler du meilleur clip de rap de cette année avec Fuck la Clope et Fuck la Tisse. Grosse dédicace à mon cousin Tony et son groupe de rap, on va appeler ça comme ça. Hein. Je vous mets tout dans la description si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à le faire et gros big up à vous tous. Fuck la clope, fuck la tease. Papy et mamie voudraient que j'arrête toutes ces bêtises. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une série qui est sortie sur Apple TV où il y a déjà 2 saisons de disponibles qui s'appelle Ted Lasso où on va suivre des joueurs de foot d'un club anglais qui va être entraîné en fait par un ancien entraîneur de football américain, donc absolument rien à voir en termes de sport, mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est qu'ils vont décider de faire le choix de filmer les rapports humains. Et quoi de mieux qu'un vestiaire de football pour filmer ces fameux rapports humains, où on va retrouver différentes cultures, des gens qui viennent de différents pays et qui ont différentes personnalités. Les acteurs sont excellents, les dialogues c'est vraiment écrit aux petits oignons et par moments, c'est très très drôle, donc je vous invite vraiment à regarder Ted Lasso. Et pour finir, avant de rentrer dans ce fameux top 10, enfin, j'aimerais vous parler justement de quelques films qui auraient pu y rentrer très très rapidement. Je vais vous parler de The Father de Florian Zeller, où il filme, enfin en tout cas il met en scène à merveille la maladie d'Alzheimer, bravo à lui. Moi je viens de la maison de retraite, donc je sais ce que c'est, et franchement gros chapeau à lui. Et puis gros chapeau aussi à la prestation d'Anthony Hopkins, qui a été excellent et qui a été récompensé d'un Oscar, c'est très très mérité. Et je vais enchaîner ensuite avec un film assez similaire puisque je vais vous parler de Falling avec Viggo Mortensen, où là ça va plus parler de la démence et Viggo Mortensen réalise son premier film et gros chapeau là aussi à lui puisque pour un premier film c'est très très bien réalisé, hein, mais il fallait s'y attendre puisque lui a tourné avec les meilleurs réalisateurs, enfin en tout cas avec beaucoup de différents réalisateurs qui sont très très bons, donc il a pu apprendre tout au long de sa carrière, donc c'est pas une grosse surprise. Et pour finir, j'aurais pu aussi rentrer Cruella qui était vraiment cool, qui était vraiment aux couleurs, il y avait de magnifiques costumes, la musique était excellente, les décors, donc franchement ce film aurait pu rentrer aussi sans problème dans mon top 10. Et enfin c'est parti, on arrive à ce fameux top 10 et à la 10e position, j'ai mis Conjuring sous l'emprise du diable de Michael Chavas. Alors Conjuring déjà je suis très très fan, notamment aussi parce que c'est réalisé par James Wan et les films sont excellents, et là j'avais beaucoup d'a priori justement pour ce film, hein, puisque James Wan laissait la caméra à quelqu'un d'autre, et généralement quand il a fait ça, pour ses autres franchises ça s'est cassé la gueule, hein. Je peux penser à Insidious et aussi à Saw, et là pour le coup Michael Chavas remplit vraiment le taf à merveille je trouve, parce que déjà il arrive à renouveler et à souffler un nouveau souffle à la saga Conjuring en partant sur quelque chose de plutôt différent puisqu'on va pas être dans l'horreur pure, en tout cas on va l'être pour une partie du film et pour une autre partie non, puisqu'on va partir sur une enquête et c'est ça qui va être vraiment intéressant, et tout en conservant l'esthétique des premiers films, et pour ça franchement bravo, et le film est très très bien je trouve réalisé, et cette enquête justement où on va devoir prouver que la personne qui a assassiné quelqu'un était sous l'emprise du diable, donc qu'il ne contrôlait pas ses faits et gestes, c'est vraiment intéressant je trouve pour cette partie-là. Et puis on retrouve notre casting, hein, donc avec Patrick Wilson dans le rôle de Ed Warren, qui joue très très bien, et surtout Vera Farmiga, qui pour moi est une excellente actrice dans le rôle de Lorraine Warren. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, il finit à la 10e position de ce top. J'enchaîne ensuite avec un film à la 9e position où je lui avais mis 3 sur 5, mais j'avais dit qu'il pourrait largement finir dans mon top, et c'est le cas, je vais vous parler de Titane de Julia Ducournau. Et c'était obligé que je le mette, étant donné, forcément, il y a une vraie proposition de cinéma, c'est un film qu'on a vraiment envie de revoir, qui a certes beaucoup de défauts, notamment au niveau du scénario, hein, comme je l'avais dit, j'avais joué sous la comparaison de Jordan Peele qui avait réalisé Get Out puis Us, Get Out qui était vraiment excellent sur tous les, que ce soit la mise en scène ou le scénario, et Us qui se cassait un petit peu plus la gueule sur le scénario. Et je trouve que la comparaison est assez légitime, puisque là c'est un peu pareil je trouve pour Julia Ducournau, avec son Grave qui pour moi scénaristiquement et la mise en scène était vraiment top, et là Titane on a la mise en scène, mais je trouve que le scénario est assez bancal, mais malgré tout franchement il y a des vraies idées de mise en scène,
notamment au niveau de la colorimétrie par moment, avec cette image un peu rose bonbon. Enfin voilà, il y a de vraies idées derrière, et je trouve que justement, par rapport à d'autres films, bah, au moins esthétiquement, le film est vraiment joli et propose vraiment quelque chose. Donc j'étais forcément obligé de le mettre, et c'est un film bah, que je vais vraiment avoir envie de revoir avec plaisir. Et je vais enchaîner avec une 8e place qui se retrouve ici, bah, tout comme Titan, avec Malignan de James Wan. Et là aussi, j'avais mis 3 sur 5. Et pour les mêmes raisons que Titan, je le mets dans ce top, puisqu'il y a là encore une fois une vraie proposition de cinéma. Et tu sens que James Wan, ça y est, s'éclate, il est libéré. Bon bah déjà, il a fait des films à budget, et là, ça y est, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et là, donc, il revient au film d'horreur avec un budget assez conséquent de 40 millions. Et le scénario, certes, est assez bancal, mais il y a des vraies idées de mise en scène, encore une fois, notamment quand on passe dans cette espèce de nightmare vision où tous les murs se délabrent d'un seul coup, avec une scène à la John Wick où The Raid complètement barré, hyper gore, hyper bien chorégraphié en termes de combat. Donc il y a de vraies idées encore une fois en termes de réalisation, donc c'est pourquoi j'étais obligé de mettre ce film dans ce top, et c'est un film encore une fois que je vais vouloir revoir avec grand plaisir. À la 7e position, on retrouve The Suicide Squad de James Gunn, et là on est à l'opposé de ce qu'avait proposé David Ayer avec Suicide Squad, même s'il n'avait pas pu faire vraiment ce qu'il voulait, notamment au niveau du rated R. Et là je trouve que James Gunn a tout compris de ce qu'est The Suicide Squad, hein, avec des personnages justement qui peuvent mourir à tout moment, avec quelque chose de beaucoup plus gore, beaucoup plus rythmé, mais de toute façon James Gunn c'est déjà quelqu'un qui arrive bien à gérer énormément de personnages, hein. Il l'a prouvé justement avec les Gardiens de la Galaxie, et là il le fait à merveille, et je trouve qu'il garde justement l'identité du comics, l'identité de ce que c'est The Suicide Squad, et je pense qu'on avait envie de voir, c'est-à-dire bah, des vilains déjà qui restent vilains tout le long du film. En tout cas pour ma part je trouvais que ça c'était bien respecté, mais surtout qui peuvent mourir à tout moment. C'est tout l'intérêt du film, c'est de se dire bah en fait on peut être rassuré par aucun personnage. Allez, peut-être Harley Quinn, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est bankable et un grand personnage connu de la franchise, mais sinon le reste, franchement, tout le monde pouvait mourir, et franchement ça c'est très très bien respecté. C'est un film très fun, il y a beaucoup de rythme, les 2h10 ça passe vraiment vite. C'est vraiment dommage parce que je crois que le film n'a pas marché, donc peut-être qu'il n'y aura pas de suite malheureusement, mais en tout cas franchement le film était vraiment réussi, bah, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Donc n'hésitez pas à aller regarder The Suicide Squad, qui mérite sa 7e position. Et à la 6e position, on retrouve un documentaire, La Panthère des Neiges, de Marie Amiguet et Vincent Munier. Et merci pour ce moment vraiment de poésie, de liberté, où j'étais vraiment transporté ailleurs. Je n'étais plus dans ma salle de cinéma, ça m'a vraiment détendu. Alors c'est un film en fait où on va être au Tibet avec Vincent Munier justement et Sylvain Tesson, et Vincent Munier est un photographe animalier, et bah, la quête un petit peu de tout photographe animalier, c'est de réussir à prendre en photo cette fameuse panthère des neiges, et tout le film va être porté là-dessus, à est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette fameuse panthère des neiges ou non, tout en parlant justement de la société d'aujourd'hui, où bah finalement là où ils sont, dans les décors où ils sont, bah le temps n'avance plus, enfin on a l'impression que le temps n'existe pas, parce que rien ne bouge, rien n'évolue, alors que justement il fait la comparaison avec là où il habite, justement dans les Vosges, où bah en 20 ans c'est incroyable comment les choses ont changé autour de là où il habitait, quoi. Et la comparaison est assez marquante. Et il y a des photos mais d'une beauté. Franchement la photographie du film est magnifique, et le dialogue entre ces deux personnages justement nous captive, et en même temps il y a tout ce suspense autour de la Panthère des Neiges, à savoir si est-ce qu'ils vont réussir à la photographier ou non. Et le film est de toute beauté, il y a des animaux vraiment magnifiques, et encore une fois les dialogues entre les deux sont vraiment intéressants, et c'est un film qui nous fait oublier justement, au moins pendant 7h30 qu'on passe, ce qui se passe autour de nous actuellement avec les masses, etc. J'étais vraiment ailleurs, j'étais vraiment soulagé, et le retour à la réalité a été très très dur. Quand je suis sorti de la salle, j'ai fait oh putain, c'est vrai que j'habite ici moi. Enfin voilà quoi. C'est assez
c'est assez reposant comme film et assez, on rêve assez quoi, on rêvasse assez pendant le film. Et franchement, c'est un vrai moment de poésie et de bonté. Donc merci à vous pour ce documentaire. À la 5e position, j'ai décidé de vous parler de Blue Bayou, un film que j'ai vu avec mon cousin, dont on a fait la critique ensemble, que je vous invite à aller voir. Un film coup de poing, puisqu'on va jamais se relever de ce film, qui est malheureusement loin des feel-good movies. On va suivre un personnage qui est un américano-coréen qui a été adapté depuis son plus jeune âge, mais malheureusement il y a une loi où quand on n'a pas été recensé à partir d'une certaine date, d'une loi qui est passée, et tu es renvoyé dans ton pays d'origine. Donc il va entamer des procédures pour pas qu'il soit envoyé dans son pays d'origine, dont il ne connaît aucunement la culture et même la langue quoi, et ça on va bien te le faire comprendre au fur et à mesure du film. Il a aussi une femme et une fille qu'il ne peut pas laisser, et il va y avoir aussi une autre thématique sur le cancer avec une asiatique qu'il va rencontrer, et justement ce fameux rapport avec sa culture qu'il ne connaît absolument pas. Et la mise en scène est très très forte, c'est très très bien filmé. Et la musique est exceptionnelle, notamment cette fameuse musique quand elle débarque, le Blue Bayou. Les acteurs sont très très bons, mais faut pas être dans un mood, dans un mauvais mood quoi. Parce que si vous êtes dans un mauvais mood, malheureusement vous allez pas ressortir dans un bon mood. C'est un film très très dur, mais encore une fois c'est très très bien réalisé. Franchement c'est un film qui n'a pas fait je crois beaucoup de vues, il n'a pas été beaucoup distribué ce film, donc je vous invite vraiment à le regarder dès que possible. C'est vraiment excellent malgré que c'est très très dur. À la 4e position, le blockbuster de l'année, Dune de Denis Villeneuve. Alors là c'était à double tranchant, c'était pas le film que j'attendais le plus, en sachant que je n'avais pas vu le Dune de David Lynch, que j'ai pas lu les livres, et que Denis Villeneuve c'est soit j'aime, soit je n'aime pas. Mais là franchement c'est une grosse réussite, il ne pouvait être que à cette 4e position, le fameux Dune. Déjà en termes de décor, tout est réaliste, les enjeux sont très très vite mis en place, sont très très clairs, très très clean, les acteurs sont excellents, il y a de l'épique pendant le film, il y a de vrais enjeux, il y a un méchant vraiment charismatique, je trouve, pour le peu qu'on le voit, il inspire vraiment la peur, je trouve. Donc on passe vraiment un bon moment, peut-être un petit manque d'émotion, mais de ce qu'on m'a dit dans les commentaires, c'est dû aux personnages qui sont comme ça, c'est leur culture, enfin en tout cas c'est un peu plus développé dans le livre. Donc, mais bon, c'était vraiment le seul reproche que j'aurais pu se faire à ce film, mais le reste c'était vraiment de très très bonne facture et de très grande qualité. Et voilà, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça, un gros blockbuster de cette ampleur, au cinéma quoi, avec des décors où tout est palpable, tout a l'air vrai, tout est imposant, c'est désert, même les vers des sables et tout. Non, il y a tout qui est bien. Cette musique aussi, je trouve, qui est très spirituelle et tout, qui franchement apporte vraiment un plus à ce film. Et encore une fois, le casting est très très bon. Timothée Chalamet, je trouve qu'il joue très très bien dans le film. Donc voilà, gros chapeau à Denis Villeneuve qui a réussi son coup, et on aura le droit à la suite, donc vivement la suite. Et enfin, j'arrive au top 3, et à la 3e position, j'ai choisi de mettre Le Dernier Duel, le retour en force de Ridley Scott au cinéma. Et alors là, gros chapeau, déjà c'est quelqu'un qui arrive très bien à filmer, je trouve, les péplums, Gladiator, tout ça, en tout cas les films historiques, ça franchement c'est quelque chose qu'il gère, et en plus il fait le choix de tout filmer en réel, donc les costumes sont vraiment là, les décors, il a tourné en France, c'est des vrais châteaux, enfin tu sens que tout est vrai quoi, et le scénario surtout est excellent, où on va avoir le droit à 3 points de vue sur un viol, donc le mari de la violée, le violeur et la femme qui a été violée, et donc on va avoir pratiquement les mêmes scènes, mais ça va se jouer à des détails près entre chaque scène, chacun a son point de vue à sa manière, et je suis sûr que le film, quand on va pouvoir le revoir, on va se rendre compte qu'il y a encore beaucoup plus de détails. J'en ai remarqué quelques-uns
entre chaque différent personnage, mais là je pense qu'on va en avoir plus. En plus un casting vraiment de grande qualité avec Matt Damon qui joue vraiment quelqu'un de fermé, il le joue vraiment bien. Et d'ailleurs ces passages à lui, on va voir quelques bouts de bataille, mais franchement on a envie d'en voir plus tellement c'est très très bien réalisé. On sent tout le poids des armures, on sent toute la lourdeur du truc, mais c'est pas vraiment le propos du film. Mais franchement c'est très plaisant déjà le peu qu'on en voit. Ensuite on a Adam Driver qui est pour moi vraiment la star montante de Hollywood, hein, qui est limite pour moi le nouveau DiCaprio. Il est excellent Adam Driver. Donc voilà, on a un bon casting. On a aussi Ben Affleck, et d'ailleurs c'est Ben Affleck et Matt Damon qui ont écrit le film. Franchement, gros chapeau à eux parce que l'écriture est excellente pour arriver justement à ce fameux dernier duel où, grâce aux 2 heures passées devant le film avant d'arriver à ce dernier duel, les tensions sont vraiment palpables, on est vraiment captivé par ce duel, et en plus c'est très très bien filmé. Donc gros chapeau à Ridley Scott, et là pour moi on se rapproche vraiment du chef-d'œuvre. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ce film. À la deuxième position, un autre film coup de poing, Désigné coupable de Kevin McDonald, qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux, avec un casting vraiment de haute qualité, puisqu'on a pour moi tout simplement le meilleur acteur français, Tahar Rahim, là qui est vraiment au meilleur de sa forme, encore une fois, hein, mais pour moi de toute façon il est toujours excellent. On a du Jodie Foster, Jodie Foster qui avait fait Le Silence des agneaux, hein, le film culte, qui est là aussi excellente. On a du Benedict Cumberbatch, donc un grand casting, mais surtout une mise en scène, je trouve, assez exceptionnelle, notamment quand notre personnage, alors il y a des scènes vraiment dures, hein, je vous le dis, quand notre personnage se fait torturer, le réalisateur va choisir de passer sur le format 4/3, donc avec les bandes noires sur les côtés, donc ça se fait qu'on va avoir un petit carré, et on va vraiment avoir cette sensation du personnage enfermé, et on va être vraiment enfermé avec lui grâce à ce choix de format-là, hein. Donc quand il va passer dans les scènes du passé, quand notre personnage va raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans où il n'a pas eu le droit à son fameux procès, et donc c'est assez intéressant, c'est assez poignant. On est vraiment captivé par nos personnages, que ce soit Tahar Rahim ou aussi l'avocate que joue Jodie Foster. Donc voilà, on est vraiment captivé par ces enjeux. Et voilà, en plus de ça, c'est une histoire vraie et c'est assez dramatique. Je vous en dis pas plus pour que vous découvrez la fin, mais c'est surtout très très bien réalisé. Franchement, gros chapeau à Kevin McDonald pour ce film, qui est d'une excellente facture. Et à la première place, Don't Look Up, que j'ai pu découvrir en salle, un film d'Adam McKay, qui met en scène des personnages qui vont essayer de prouver que c'est bientôt la fin du monde parce qu'il y a une météorite qui fonce sur la Terre, mais personne ne veut les écouter puisqu'ils ont d'autres soucis qui certes est mineur, mais qui passent avant justement la fin du monde. Et c'est un petit peu le reflet de notre société d'aujourd'hui, mais pas que sur ce point-là, sur plein de points différents. Mais le point principal, hein, c'est l'écologie, hein. On sent que ça respire justement, malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, le réchauffement climatique, qui touche l'un des acteurs principaux, hein, DiCaprio, qui fait des grandes campagnes autour de ça, et ça ne m'étonne pas qu'il a choisi de tourner dans ce film, hein, un sujet qui le touche à cœur, et donc on sent vraiment que le propos du film est là, et Leonardo DiCaprio est excellent. Il peut largement avoir pour moi l'Oscar du meilleur acteur avec ce film, mais aussi on a une Jennifer Lawrence que j'ai trouvé au top du top, un retour en force, et d'ailleurs j'avais loupé quelques films de elle et ça m'a donné envie de rattraper ces fameux films à elle parce que je la trouve vraiment excellente dans ce film. Enfin bref, on a un casting vraiment magnifique, on a du Joan Neal, du Meryl Streep, c'est drôle, c'est intelligent, c'est très très bien écrit et c'est aussi très très bien mis en scène. D'ailleurs, Adam McKay, ce que j'ai vraiment bien aimé dans le film, c'est les moments de petits montages où il va nous montrer un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire d'un coup on va avoir des animaux, un pays, n'importe quel pays, enfin un monument, etc. pour nous rappeler que oui, le film se passe constamment aux États-Unis, mais que ça touche le monde entier. Et ça, c'est assez intelligent. On va jamais avoir les médias des autres pays ou des intervenants d'autres pays. Ça va toujours se passer constamment aux États-Unis, mais pour nous rappeler que ça touche le monde entier, il va nous mettre des petites scènes comme ça de temps à autre, et ça c'est très très intelligent de sa part. Bref, c'est un film vraiment excellent, avec encore des dialogues de qualité, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dernièrement chez Adam McKay, déjà avec Vice, et aussi juste avant avec The Big Short, le casse du siècle.
Donc voilà, il en est tout pour mon top 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non sur mon top 10. Quel est votre top 10 à vous, justement, hein, ou est-ce que ça aurait été le même que moi, même si moi, hein, je pense pas que ça sera le même pour beaucoup de monde, notamment avec les 3 premiers films que j'ai choisi de mettre, à savoir Conjuring, Titan et Malignan, hein, 10, 9, 8. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top à vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.